Nous connaissons tous aujourd'hui cette représentation du système solaire où toutes les planètes gravitent autour du Soleil. Pour cause, cette représentation est le modèle le plus fidèle de ce qui la constitue. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques siècles encore, la vision de notre univers était basée sur une théorie géocentrique où la Terre était au centre de tout. Elle était le centre de l'univers. Cette idée, longtemps défendue par les philosophes et par le célèbre astronome Ptolémée, aura dû attendre plusieurs siècles avant d'être balayée par les théories et nombreuses observations d'astronomes talentueux et visionnaires, qui, contre vents et marées, et parfois même au prix de leur vie, auront défendu une vision de l'univers qui changera jamais notre vision du monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme qui, par ses nombreuses théories, fut l'un des premiers à remettre en cause le dogme du géocentrisme. Nicolas Copernic, l'un des astronomes les plus connus de l'histoire du monde scientifique. Né à une époque où l'on pensait encore que la Terre était le centre de tout, notamment par conviction religieuse, Nicolas Copernic a avancé l'idée de la théorie de l'héliocentrisme. La Terre n'était donc plus le centre de l'univers, mais une planète gravitant autour d'une étoile, notre Soleil. Cette conception de l'univers venait donc s'opposer à deux idées de l'époque. La première idée, due à Aristote et sa théorie des sphères, où les étoiles étaient placées sur des sphères fixes. Et la seconde idée, de Ptolémée, s'appuyant aussi sur l'idée des sphères, mais en se basant sur des cycles complexes qu'il décrit dans son livre L'Almageste. Nicolas Copernic est né en 1473 dans la ville de Thorn, en Pologne. C'est son oncle qui, très tôt, s'occupa de l'éducation de son neveu dès la mort de son père, alors que Nicolas n'avait qu'une dizaine d'années. Il s'assura que son neveu puisse bénéficier des meilleures écoles et universités de son époque. C'est en 1491 que Nicolas entre à l'université de Cracovie, où il étudie pendant 4 ans les arts libéraux. Par la suite, et comme beaucoup de Polonais de son rang, Nicolas partit étudier en Italie dans la ville de Bologne, où il y apprendra la médecine et les mathématiques. Son professeur, Domenico Maria Novara, l'initia rapidement à l'observation des astres et des différents événements astronomiques, et fut un partisan de la théorie de l'héliocentrisme, pensant que les théories de Ptolémée sur une Terre au centre de tout étaient bien trop complexes pour décrire les mécanismes de l'univers. C'est avec ce même professeur qu'il observera le passage de la Lune devant l'étoile Aldébaran de la constellation du Taureau. Nicolas Copernic termina ses études vers 1500 et retourna vivre en Pologne, où il y deviendra chanoine, un métier administratif ne lui demandant aucun devoir religieux. C'est à partir de ce moment qu'il partagera sa vie en deux, entre le diocèse et l'astronomie. Durant les années suivantes, Copernic effectue différentes observations du Soleil et des planètes, lui montrant ainsi le caractère désuet du modèle géocentrique de l'univers. En effet, les travaux de Ptolémée pouvaient prédire l'emplacement des étoiles à une date donnée, mais n'expliquaient aucunement pourquoi les astres semblaient s'approcher et s'éloigner de manière cyclique. L'explication de l'époque accusait un effet d'optique qui ne satisfait guère Copernic. Ces différents résultats l'amenèrent à publier un premier petit ouvrage nommé le Commentariolus, qui ne sera distribué qu'à quelques amis et collègues, expliquant brièvement la théorie de l'héliocentrisme. Copernic écrira 7 postulats dès le premier chapitre, expliquant sa théorie. Le premier postulat est le suivant. Les corps célestes ne gravitent pas autour d'un même et unique point, ce qui contredit la théorie géocentrique. Comme le montre cette photo, il existe plusieurs galaxies dans notre univers, possédant plusieurs systèmes solaires avec leur propre centre de gravité. Deuxième postulat, la Terre n'est pas le centre de l'univers, seulement celui de la Lune. Ce qui est facilement observable sur la vidéo de fond, où l'on observe la Terre graviter autour du Soleil comme toutes les planètes de notre système. Troisième postulat, les sphères tournent autour du Soleil, qui est lui-même proche du centre de l'univers. Quatrième, la distance Terre-Soleil est insignifiante comparée à la distance Terre-Sphère des étoiles. Cinquième postulat, les étoiles sont immobiles. Ce sont les mouvements de rotation de la Terre qui donnent cette illusion. Sixième, la Terre gravite autour du Soleil. Et le dernier, le fait que la Terre gravite autour du Soleil affecte la trajectoire observée des étoiles dans le ciel.
C'est seulement quelque temps après avoir publié cet ouvrage qu'il travailla sur son œuvre la plus importante, nommée « Des révolutions des orbes célestes », poussée par son disciple de l'époque, Rhéticus. Cette œuvre, qui mettra plus de 30 ans à voir le jour, est divisée en 6 livres et est d'une redoutable complexité. Elle servira d'inspiration plus tard à d'illustres astronomes comme Kepler, Galilée ou encore Newton. Il est logique de penser qu'à cette époque, l'Église soit réfractaire à toutes les idées opposées au géocentrisme. Et pourtant, quelques années auparavant, le pape Clément VII écrivait à Copernic pour l'encourager à publier son ouvrage, et de par son rôle de chanoine, il ne fut jamais ennuyé. Copernic est mort l'année de la publication de son ouvrage, à l'âge de 70 ans.